La liste des numéros 10 pour ce 10e épisode était très longue. On aurait pu faire Zico, Roberto Baggio, Dennis Bergkamp, Maradona, le roi Pelé, ou évidemment Zidane, et bien d'autres joueurs qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire du football. Mais comment ne pas évoquer Monsieur Michel Platini, un milieu offensif légendaire dont l'aura, l'impact et le talent auront marqué toute une génération de Français dans les années 70 et 80. Considéré par la Juventus comme le meilleur joueur de l'histoire du club, le natif de Meurthe-et-Moselle est le meneur emblématique de la grande équipe de France 84, et surtout le premier joueur de l'histoire à avoir remporté 3 ballons d'or consécutifs. Au menu, des buts, des passes décisives, des coups francs, de l'émotion et beaucoup de génie, voici la fabuleuse histoire du très grand Michel Platini. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Privé de tous les Stéphanois retenus, il est vrai, pour d'autres tâches, Hidalgo a misé sur l'avenir en incorporant 5 jeunes joueurs. Et parmi ces nouveaux, on attendra beaucoup ce soir de celui dont on parle le plus depuis des mois. Michel Platini, 20 ans, promis à un bel avenir et qui fera ses grands débuts en équipe nationale. Le 27 mars 1976, la France reçoit la Tchécoslovaquie pour honorer la première sélection de son nouveau coach, Michel Hidalgo. Mais les attentes sont bien ailleurs. Le tout jeune Michel Platini, alors joueur à Nancy en Ligue 1, est appelé pour la première fois, du haut de ses 20 ans. Compensant un certain manque de physique par une vision du jeu hallucinante et un sens du but hors du commun, la nouvelle pépite du football français fait un bien fou aux Bleus, en marquant dès sa première sélection, sur un coup franc dont lui seul a le secret. Doté d'une confiance en lui assez folle pour un joueur de son âge, il est dans l'équipe défaite face à l'Allemagne de l'Est, en quart de finale des Jeux Olympiques 76 de Montréal. Si la notoriété du gamin n'est plus à faire, son chef-d'œuvre face à la Bulgarie en novembre 77, qui propulse les Bleus en phase finale de Coupe du Monde, ne vient que conforter son nouveau statut, et même sa 3e place au Ballon d'Or 1977, à seulement 22 ans. 3 mois plus tard, la France affronte l'Italie, à Naples, pour un match de préparation à la Coupe du Monde 1978. Devant un public qui n'a Dieu que pour lui, Michel Platini va littéralement humilier le portier italien Tino Zoff, qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Une faute anodine aux 20 mètres, avec Platoche ça finit tout droit dans la lucarne. Une deuxième faute exactement au même endroit, et bah allez que je te remets la même de l'autre côté. Si le premier des 2 coups francs est finalement refusé par l'arbitre, son match marque les esprits italiens et amorce déjà sa venue à la Juventus de Turin quelques années après. Après une Coupe du Monde et un Euro où la France ne fera pas le poids, et malgré quelques blessures de Platini, la France joue sa qualification pour le Mondial 82 contre les Pays-Bas, en novembre 1981. Début de seconde mi-temps, le score est de 0-0, je vous laisse avec ces quelques instants de bonheur. Monsieur Thierry Roland, aux commentaires. Tino Zoff. Ah, Tino Zoff, non, je croyais que vous disiez le gardien de but bulgare. Mais c'était de cet endroit-là aussi. Allez Michel. Voilà. Oui Michel. Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique. Après un deuxième but des Bleus par Didier Six en fin de match, la France obtient son ticket pour l'Espagne, et c'est tout un pays qui se met à vibrer derrière une équipe spectaculaire et très attachante, avec notamment Dominique Rocheteau, Jean Tigana, Marius Trésor ou encore Alain Giresse. Après s'en être sorti miraculeusement au premier tour, grâce notamment à un but de Michel Platini contre le Koweït, les Bleus réussissent à passer le second tour et se retrouvent en demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Tous les superlatifs possibles y sont passés, tous les adjectifs aussi. La nuit de Séville, Séville 82, le match le plus marquant de l'histoire du football, tant par son déroulement, sa dramaturgie et sa cruauté. Alors que le score est de 1 partout après un but en première mi-temps de Michel Platini, Battiston est lancé vers le but et est percuté par le gardien allemand Schumacher. Tout le monde l'a vu, tous les joueurs, tout le public, tous les téléspectateurs. Il n'y en a qu'un qui n'a pas vu la faute, un seul, c'est l'arbitre. Pas un carton, pas de pénalty, mais une simple remise en jeu pour l'équipe allemande malgré l'état critique de joueurs. L'une des plus grosses injustices de l'histoire du football. Un scandale absolu qui restera éternellement dans la légende du sport français et qui fera sans doute l'objet d'un épisode dans les mois à venir. En prolongation, la France prend l'avantage 3-1 grâce à Trésor et Giresse, mais se fait rattraper au score pour finalement aller au tir au but. Que dire de plus? Maxime Bossi rate son penalty et l'Allemagne l'emporte. Tellement cruel, tellement injuste, tellement dur. Mais c'est finalement ce match qui aura réussi à unir toute une équipe, à la rendre plus forte et plus mature. Car 2 ans après ce drame, la France organise l'Euro 84, chez elle, avec un Platini fraîchement auréolé de son premier ballon d'or avec la Juventus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le roi Michel va éblouir tout son petit monde et écrire la plus belle page de son histoire avec les Bleus. Au sommet de son art,
Le Français est irrésistible et inscrit 2 triplés consécutifs contre la Belgique et la Yougoslavie, pour emmener en demi-finale une équipe qui repose sur le génie turinois. Contre les Portugais au Vélodrome, les Bleus sont poussés jusqu'en prolongation et même menés 2-1, dans une ambiance totalement irrespirable. Grâce à un but de Domergue à la 115e minute, la France revient au score, et comme un symbole, c'est Platini qui délivre tout un peuple à la 119e minute, après un raid solitaire de Jean Tigana. Victoire 3-2, un match épique, un scénario incroyable qui place une nouvelle fois Platoche au cœur de l'attention des médias et du grand public. Et le plus fantastique dans toute cette histoire, c'est que le plus beau reste à venir. En finale, dans un Parc des Princes survolté, la France affronte la terrible équipe d'Espagne, réputée pour son jeu très dur, rugueux, qui a fait sa force pendant toute la compétition. Le Français n'est pas vraiment dans son meilleur jour, la France peine à développer son jeu et le score reste vierge jusqu'à la mi-temps. À la 57e minute, un coup franc est sifflé en faveur de l'équipe de France. Sans trop de surprise, c'est Platini qui s'avance et frappe le cuir côté gardien. Le ballon n'est pas bien capté par le portier de l'Aurora et le ballon passe la ligne. Le parc explose. La France retient son souffle pour ne pas vivre la même désillusion qu'à Séville. Mais cette fois, tout va sourire aux Bleus, avec un deuxième but de Bellone en fin de match, qui donne un avantage définitif à cette formidable équipe bleu-blanc-rouge. La France et Platini sont champions d'Europe, chez eux, devant leur public, et qui d'autre que Platoche pour soulever la coupe devant un parc qui n'en finit plus de bouillir. À ce moment précis, le joueur de la Juventus est le meilleur joueur de la planète, prêt à recevoir son 2e ballon d'or et attaquer la prochaine échéance avec les Bleus, le Mondial 86 au Mexique. Diminué suite à des problèmes physiques, il ne peut pas évoluer à 100% durant la compétition, mais va une nouvelle fois briller de 1000 feux, en inscrivant le premier but face à l'Italie en 8e, et en égalisant contre le grand Brésil de Zico et Socrates en quart. La fin de ce match, une séance de tir au but très disputée qui voit les Bleus s'envoler vers les demi-finales, malgré l'échec de Platini. Une superbe épopée tricolore stoppée une nouvelle fois en demi, contre l'Allemagne de l'Ouest d'un rudi voleur intenable. Comme disait ce bon vieux Michel, les Allemands quand ils sont mauvais, ils vont en finale, et quand ils sont bons, ils gagnent. Cette défaite marque le début de la fin en équipe de France pour Platoche, une équipe qu'il aura portée sur ses épaules pendant pratiquement une décennie, une génération dorée qui a écrit l'une des plus belles pages du football français, malgré le traumatisme très profond de Séville 82, qui restera à jamais ancré dans les mémoires, et que Platini considère comme le plus grand moment de sa carrière. Mais si le Lorrain a atteint cette popularité et cette reconnaissance éternelle de la part de ses pairs, c'est parce que son parcours en club a lui aussi été fait de titres et de récompenses individuelles toujours plus nombreuses. Et quant aux supporters, il faut les compter en dizaines de millions. Cette foule alors s'est trouvée un dieu, jeune et bouclé, plein de réserve et d'astuces, Michel Platini, 22 ans, Monsieur Foot, dont Michel Denisot et Jean-Jacques Michal ont brossé ce portrait simple et direct comme le modèle. En septembre 1972, le jeune Michel Platini, alors milieu de terrain de Jeuf en Lorraine, rejoint l'équipe de Nancy, qui ne rate pas l'occasion de faire venir sous ses couleurs ce talent brut, cette pépite dont on parle de plus en plus. Il faudra attendre 3 ans pour voir Michel Platini commencer à jouer vraiment avec Nancy en 2e division, durant la saison 74-75. Le club lorrain survole le championnat grâce à la doublette Michel Platini, 17 buts, et Joachim Martinez, 28 buts. Il retrouve donc la Division 1 la saison d'après, division que le joueur ne quittera plus jusqu'à la fin de son passage en Lorraine. De retour dans l'élite, le joueur devient très régulier, 22 buts en 75-76, 25 en 76-77, saison où il portera l'AS Nancy-Lorraine à la 4e place du classement, et où il complétera le podium du Ballon d'Or 77, derrière le Danois Allen Simonsen et l'Anglais Kevin Keegan. Le meneur de jeu commence déjà à martyriser les gardiens adverses lors de ses années nancéennes, grâce à des coups francs qui deviendront plus tard l'une de ses plus grandes forces. Il restera 2 saisons supplémentaires dans l'Est, offrant en 1978 son premier trophée majeur au club, avec la Coupe de France dans un match disputé face à Nice au Parc des Princes, rencontre dont il sera évidemment le seul buteur. Sans trop de surprise, et surtout en fin de contrat, et malgré l'intérêt de plusieurs clubs étrangers, Michel Platini quitte le club lorrain, et son départ anime à l'époque une grande partie des JT. J'avais le choix, c'est sûr, entre Saint-Etienne ou Marseille ou Paris Saint-Germain et même Nancy, ou voir l'étranger comme un club comme le Bayern de Munich qui m'intéressait énormément. Bon, j'ai choisi Saint-Etienne parce que je crois que mon avenir sportif est en France pour l'instant, je suis trop jeune. Et les Verts représentent beaucoup de choses pour tout le football français, pour moi en particulier. C'est donc à Saint-Etienne que Platini va poser ses bagages et ses rêves d'Europe en 1979, 3 ans après le fameux épisode des poteaux carrés. Il est attendu comme le joueur qui doit ramener un sacre européen au Vert. Une première année à 40 matchs et 21 buts, et une seconde à 42 matchs pour 24 buts, le Français fait toujours partie de l'élite du football mondial, et il finit successivement 5e en 79 et 3e en 80 du classement du Ballon d'Or. Cependant, l'équipe a du mal à confirmer les espoirs européens qui sont placés en elle. 2 quarts de finale de C3 en 80 et 81, où Saint-Étienne se fera balayer 4-1 à Geoffroy Guichard lors des 2 éditions,
respectivement contre le Borussia Mönchengladbach et Ipswich Town. Les Verts se rattrapent alors sur la scène nationale. Troisième lors de la première saison de Platini, le capitaine des Bleus remporte son seul et unique championnat de France en 1981, lui permettant de disputer pour la première fois de sa carrière la prestigieuse Ligue des Champions. Cependant, les Verts vont échouer dès le premier tour face au Dynamo Berlin, malgré un Platini toujours aussi rayonnant avec 27 buts toutes compétitions confondues, et qui se dit lui-même à son meilleur niveau. Avec une deuxième place derrière l'AS Monaco en championnat, et une seconde défaite consécutive en finale de Coupe de France, perdue au tir au but face au PSG, un an après la finale perdue contre Bastia, cette saison est une véritable déception pour la SSE. Après 82 buts en 146 matchs, il fait ses adieux aux Verts pour s'envoler vers l'Italie, et la prestigieuse Juventus de Turin. Là-bas, il rejoint un effectif bourré de talent, avec Dino Zoff, Tardelli ou encore le Polonais Bionek, arrivé la même année. Cependant, rejoindre la Serie A et son calcio n'est pas chose aisée. L'ancien Stéphanois se fait donc surprendre dès son arrivée par un journaliste, lui demandant quel était pour lui le score idéal d'un match de foot. Une question à laquelle le Lorrain répondit 3-3, parce que ce serait le signe d'un match spectaculaire et serré. Ce à quoi le journaliste rétorqua non, le score parfait, c'est 0-0, parce que cela signifie que personne n'a fait d'erreur. Une façon sympathique de souhaiter la bienvenue en Italie à Michel. Après des débuts un peu timides, on ne tarde pas à retrouver le joueur qui a fait rêver le chaudron les 3 dernières années. Meilleur buteur de Serie A, auteur de 16 réalisations, Michel Platini emmène les siens remporter la Coppa Italia, avec un doublé en finale. Cependant, les Bianconeri ne parviendront pas à remporter le championnat, devancés cette année-là par la Roma, et échoueront en finale de la Ligue des Champions face aux Allemands de Hambourg. Malgré ça, l'espoir est de mise pour la bande à Trapattoni et pour son formidable numéro 10. Mais cette fois-ci, les espoirs vont se confirmer pour le Français. Élu Ballon d'Or 1983, le premier de ces 3 consécutifs, la Juve va remporter lors de la saison 83-84 le Scudetto, toujours grâce à un Michel Platini meilleur buteur de championnat avec 20 buts en 28 rencontres. Et le Français va enfin soulever son premier trophée européen suite à la victoire face à Porto, en finale de Coupe des Coupes. Ça y est, la Juve du grand Michel Platini est lancée. La saison suivante, la vieille dame va remporter la Supercoupe UEFA face à Liverpool, mais va délaisser un peu le championnat, duquel Platini en ressortira une nouvelle fois meilleur buteur, pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Le 29 mai 1985, les Turinois retrouvent les Reds à Bruxelles, pour un match qui sera entaché par l'un des plus grands drames de l'histoire du football. Des émeutes engendrées par les fans anglais font 39 morts, dont 34 tifosi de la Juve et 454 blessés. Une bien triste journée qui reste encore dans toutes les mémoires italiennes. Cependant, la rencontre se déroulera normalement et verra les Italiens l'emporter grâce à un penalty de l'inévitable Michel Platini. La victoire de la Juve dans ces conditions tragiques va desservir le Français, lui qui est pris en grippe pour sa célébration jugée trop démonstrative compte tenu du drame de la soirée. Les 2 dernières saisons de Michel Platini à la Juve sont un peu en dessous des standards auxquels il nous avait habitués. À presque 30 ans, il va tout de même aller remporter une dernière Serie A en 1986 et la Coupe intercontinentale en 1985 contre les Argentinos Juniors, lors d'un match où il aura été l'auteur de l'un des plus beaux buts de sa carrière, mais que sera refusé pour une raison que l'on ignore encore aujourd'hui. Il quitte la Juve au terme de la saison 86-87 et déclare la veille de son dernier match Et comme par hasard, vous y retournez, la boucle est bouclée. Je retourne pas à la Saint-Lorraine, je retourne à Nancy et la boucle est bouclée. Oui, je suis parti de Nancy, un bon club avec lequel on s'est vraiment amusé. À Saint-Etienne, le meilleur club français, la Juventus, le meilleur club du monde. Donc après la Juventus, il n'y avait plus rien. Michel Platini, un nom, un footballeur, une légende. Bien au-dessus des autres dès son plus jeune âge et ses débuts en Lorraine, le milieu offensif, qui est capable de jouer aussi bien en 6 qu'en numéro 9, n'a fait qu'éclabousser la planète football par sa panoplie technique illimitée, sa vision du jeu phénoménale et cet instinct de buteur qui le caractérisait tant. C'est bien simple, Platini savait tout faire. De près, de loin, sur une phase arrêtée, avec des coups francs qui resteront comme l'une de ses marques de fabrique. Des buts du pied droit, du pied gauche, de la tête, des lobes, des grosses frappes, des reprises de volée. Qui peut se vanter d'avoir gagné 3 ballons d'or, 1 Euro, une Ligue des Champions, 2 championnats d'Italie, un championnat de France, d'avoir été 3 fois meilleur buteur du calcio, recordman du nombre de buts sur 1 Euro avec 9 réalisations, 2e total de buts en équipe de France, pour un total général de 350 buts en carrière en 650 matchs, et tout ça en évoluant au poste de numéro 10. C'est juste incroyable. Le roi Michel, entouré d'une superbe génération, est le pionnier de la première grande équipe de France, celle qui a uni et tronçonné tout un pays derrière elle, celle qui a réussi à glaner la première compétition majeure en France. Après une courte carrière d'entraîneur de l'équipe de France de 88 à 92, Michel Platini a été un personnage clé du paysage footballistique mondial, en briguant à 3 reprises un mandat de président de l'UEFA et ancien candidat au trône de la FIFA. Malgré des soupçons de corruption et des sanctions appliquées par la FIFA à l'égard de Platini, qui ont quelque peu terni son image, le natif de l'Est de la France restera comme le plus grand joueur français du XXe siècle, un buteur créateur dribbleur capable de tout faire sur un terrain
et qui semblait prendre tellement de plaisir à jouer au football. Et pour tout ça, tout ce que vous avez donné à Nancy, à Saint-Étienne, à la Juventus et surtout à l'équipe de France, à vous, monsieur Michel Platini, et votre carrière inoubliable, au nom de la France et du monde du football, laissez-nous tous vraiment vous remercier. Voilà, oui Michel, oui Michel, Busca el 4 Bonini, queda la pelota para Platini, mete por el palo. ¡Golazo espectacular! Ce sera pas Tony qui m'a dit, il faut pas être embêté de signer les autographes, tu seras embêté quand on signera plus. Il nous a procuré tellement de plaisir et d'émotion qu'au fond, avec lui, c'est une partie d'un patrimoine qui s'en va. Les 12 plus belles années de l'histoire du football français. Alors cette fois, c'est moi qui lui dis merci, Michel.